prétendez qu'il n'y a pas d'argent pour cela, mais c'est parce que vous refusez de mettre à contribution les ultra-riches. Vous êtes en la matière les derniers dogmatiques. À moins que vous ne refusiez cette justice fiscale non seulement par idéologie, mais aussi par intérêt personnel. Quand on sait que les 2/3 des ministres du gouvernement sont millionnaires, alors nous vous disons clairement, si vous voulez trouver de l'argent pour la transition énergétique, commencez par regarder vos déclarations de patrimoine. Oui, être responsable aujourd'hui, c'est faire le choix de l'efficacité énergétique et en particulier du soutien massif à l'électrification de nos usages, du petit véhicule de tous les jours jusqu'aux hauts fourneaux. Oui, nous devons maîtriser les usages de l'énergie pour réduire notre consommation globale, mais en parallèle, nous devons augmenter notre recours à l'électricité renouvelable pour remplacer le pétrole, le charbon, le gaz et leurs émissions de gaz à effet de serre. Nous voilà à nouveau réunis pour participer à la tragédie organisée par Macron qui consiste à envoyer notre pays droit dans le mur tout en piétinant l'Assemblée nationale. Votre nouvelle méthode, en un mois, à coup de 49.3 déguisé, vous avez réintroduit les pesticides, supprimé MaPrimeRénov', outrepassé la décision de justice sur la 69 et coupé à la tronçonneuse dans les agences permettant de surveiller le changement climatique. La Macronie organise ainsi le détricotage autoritaire et généralisé du droit environnemental, du peu qui existe encore pour préparer notre pays face à la crise existentielle qui s'annonce. Cette proposition de loi est l'étape suivante. Depuis que vous avez perdu les élections en juillet dernier, depuis que vous êtes minoritaire au sein de cette Assemblée, vous êtes devenu absolument expert en magouille parlementaire. Vous laissez le gouvernement aller chercher sa majorité à droite avec les sénateurs contre les représentants du peuple que nous sommes. La Macronie, en fin de règne, fait pitié. Elle abaisse notre fonction, elle laisse l'État se mettre hors la loi vis-à-vis des délais qui imposent de voter cette programmation énergétique et elle n'a pas de députés présents en hémicycle pour ce débat absolument majeur. Vous nous invitez aujourd'hui à examiner une proposition de loi qui arrive en catimini du Sénat et qui doit nous servir de base de travail pour déterminer la planification et le mix énergétique de notre pays. Il faut donc que les gens qui nous écoutent comprennent bien. Pour vous, cette discussion est une farce, que vous conclurez, peut-être, en rejetant votre propre texte, si des amendements contraires à votre agenda climato-sceptique et à vos aspirations fantasmagoriques du tout nucléaire sont adoptés. Quoique vous n'aurez peut-être même pas besoin de ça, à vrai dire, puisque le ministre a annoncé hier dans la presse qu'il n'attendrait pas qu'on finisse d'étudier ce texte pour publier la programmation énergétique par décret. Cela ne nous empêchera pas de mener cette bataille parlementaire comme les autres et d'engranger des victoires contre votre dogmatisme. À vous entendre, vous savez tout mieux que tout le monde. La semaine dernière, Emmanuel Macron affirmait à la télévision qu'il n'avait aucune leçon à recevoir en matière d'écologie. Et il faut reconnaître que c'est une déclaration tout à fait audacieuse pour un président qui empêche méthodiquement, depuis 8 ans, d'engager notre pays dans la bifurcation écologique dont nous avons besoin. Malheureusement, cette mauvaise farce est criminelle. Le mois de mai a été le deuxième le plus chaud jamais enregistré. Résultat, la glace au Groenland a fondu 17 fois plus vite que la moyenne. Le président l'aura constaté hier lors de son déplacement. En France, il devrait faire 40 degrés dans le nord en fin de semaine. Et ce sont encore et toujours les plus pauvres, contraints de vivre dans des passoires thermiques que vous refusez de rénover à un rythme décent, qui sont les premières victimes de votre politique. 10 000 personnes meurent chaque année de la précarité énergétique et de ses conséquences. Très concrètement donc, votre sabotage en bande organisée tue. Cette loi s'inscrit donc dans la parfaite continuité de la politique de l'autruche qui vous est dictée par les... Merci Monsieur le Président. Écoutez, moi je suis très heureux de voir que les Insoumis veulent commencer avec la souveraineté française et ne pas se soumettre à Bruxelles. Je vous rappelle, chers collègues, que quand la Commission veut mettre des amendes à la France parce que soi-disant ne respecte pas nos objectifs d'énergie renouvelable, vous êtes les premiers à utiliser cet argument de la Commission européenne pour contraindre la politique énergétique française. Donc soit on est souverain tout le temps, soit on l'est jamais. Nous, Rassemblement national, on est pour la souveraineté française énergétique sur tous les sujets et on n'accepte pas de se prendre des amendes par des technocrates qui veulent imposer du renouvelable intermittent à la France alors qu'on a déjà une énergie parfaitement décarbonée. Et ça, vous ne le dites, non seulement vous ne le dites pas, mais vous mentez aux Français en prétendant dans tous les médias que la France aurait du retard sur le respect des objectifs climatiques et énergétiques sur l'électricité française. Donc franchement, balayez devant votre porte
avant de donner des leçons sur la souveraineté. De la même façon, moi je veux bien qu'on commence le texte en commençant à raconter n'importe quoi sur les positions du Rassemblement national. Si vous ne connaissez pas l'histoire du nucléaire français, si vous ne connaissez pas le choix qu'a fait le général de Gaulle pour lancer le programme nucléaire français, si vous considérez que le général de Gaulle était un agent étranger, vous l'expliquerez à vos électeurs. Je sais que ça fait longtemps que l'UMP ou ce qu'il en reste a complètement oublié l'histoire du gaullisme. Nous ici, non seulement on n'oublie pas l'histoire du gaullisme, mais on l'incarne et on le défend contre ceux qui l'ont trahi et on l'appliquera au pouvoir. Ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup d'atouts nucléaires, monsieur le rapporteur, que vous avez sacrifiés depuis bien trop longtemps. Il reste une chose au modèle français, c'est la confiance que les Français ont dans la construction et l'exploitation des réacteurs. Considérer que cet atout français est à saboter parce qu'uniquement la Commission pourrait interpréter ses propres directives dans un sens qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, parce que vous savez très bien qu'on peut invoquer contre le droit européen, en l'occurrence, le fait que le nucléaire pose évidemment des questions de souveraineté majeure qui sont différentes d'autres activités économiques et qu'on peut très bien monter à Bruxelles contre ça. Bon, peut-être que vous ne voulez pas le faire, nous on le fera et je sais qu'on gagnera, et puis si on ne gagne pas, de toute façon on le fera quand même. Donc, sacrifier cette confiance que les Français ont pour la filière française, qui a démontré ses preuves, parce que vous ne pouvez pas balayer d'un revers de main ce qui s'est passé à Three Mile Island ou ce qui s'est passé à Fukushima. Vous ne pouvez pas le balayer comme ça. Ça s'est passé, je le regrette, ça s'est passé et c'était des entreprises privées qui n'ont pas fait les investissements ou n'ont pas cherché à avoir le même niveau de sûreté qu'une entreprise publique comme EDF. Oui, ça a de la valeur et je pense que démarrer effectivement les discussions en méprisant ce que la filière française a démontré au reste du monde, eh bien c'est dommage. Et comme l'a dit le collègue communiste, oui, j'ai pas peur de saluer les communistes, parce qu'il paraît que c'est très grave de saluer les collègues communistes. Quand ils ont raison, ils ont raison. Donc oui, il y a une question d'acceptation sociale. Oui, les Français, même après l'accident de Fukushima, avaient confiance dans le système français et refusaient cet article comme voulait le faire aujourd'hui monsieur le rapporteur, monsieur le Président, monsieur le ministre, chers collègues, monsieur le rapporteur. Bon, je vais continuer à argumenter dans le sens du vote de la Commission des affaires économiques. Monsieur le ministre, vous dites en fait il faudrait du privé, des start-up pour l'innovation. Heureusement, et je l'espère bien, que EDF est et doit être un acteur de l'innovation et un acteur de la compétitivité industrielle. D'ailleurs, il y a des retours d'expérience des autres pays. Il y a des pays comme le Royaume-Uni, les USA qui ont ouvert bien largement leur production nucléaire au privé. Ça a mené à quoi? À des retards massifs, à des faillites de producteurs, je pense à Scana ou Westinghouse, à des projets qui ont été supprimés faute de rentabilité. Et oui, on a un modèle français et un monopole public qui a fait jusque-là aussi qu'on a eu des réussites. Ensuite, sur la sûreté, il s'agit d'un monopole de production. Rien n'empêche par ailleurs d'avoir, avec un monopole de production, des contractualisations avec des start-up ou autres sur les savoir-faire ou les innovations. Enfin, et je voudrais terminer sur l'Europe, au-delà de la question faut-il ou pas se soumettre aux règles européennes sur des choix qui nous amènent sur 100 ans. Au-delà de ça, je pense que par ailleurs, ce n'est pas un bon argument, que ça n'est pas contraire, en fait, ça n'est pas contraire aux règles européennes, cette décision d'avoir ce monopole de production, tout simplement parce que les traités ne disent pas le régime de propriété des États. Apporter quelques précisions, même si certaines ont déjà été données. La première, pour M. Tanguy, sur l'idée que, au fond, on connaît la ritournelle, il suffirait de ne pas respecter le droit européen, la Commission européenne lancerait un certain nombre de démarches pour non-conformité, ça prendrait du temps, etc., etc., raisonnement sur lequel on pourrait presque vous suivre. Le sujet n'est pas là l'action de la Commission européenne forcément, c'est celle d'un autre État membre qui viendrait disputer le monopole d'EDF puisque c'est littéralement contraire aux directives européennes. C'est d'autres entreprises ou entités, publiques ou non, qui auraient un intérêt pour agir et qui pourraient, au lendemain de l'adoption d'une telle loi, mettre en accusation, en difficulté EDF, sans parler, mais on y reviendra dans un instant puisque vous avez en commission transformé EDF en EPIC, sans parler de la capacité d'EDF à se financer et à financer son programme de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc évidemment que ça contribuerait, avec l'amendement suivant qui a été adopté en commission sur l'EPIC, ça mettrait en quasi-incapacité EDF, celui-ci plus l'amendement EPIC, de se financer et de porter son programme électronucléaire. Je ne crois pas du tout qu'il s'agisse, comme certains, je sens, veulent le porter politiquement, d'un amendement de principe. C'est un amendement concret qui aurait des répercussions immédiates pour EDF. C'est la première chose. La deuxième chose que vous avez aussi mentionnée, vous avez dit Fukushima, ça a posé problème parce qu'il y avait des entreprises privées. Mais
dans les rapports sur l'accident nucléaire de Fukushima, il y a un certain nombre d'éléments. Il y a effectivement notamment celui de certains sous-traitants, mais qui n'avaient pas respecté leurs propres engagements. Mais il y a d'abord les normes de sûreté du Japon, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et ça revient à la distinction que vous refusez de faire depuis tout à l'heure. C'est le fait que, qu'on soit exploitant public ou privé, on est astreint aux mêmes règles. Et que la question, elle est sur la sûreté et elle n'est pas sur la personne qui porte la construction du réacteur.